Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va maintenant commencer. Je me présente, je suis Magali Hull, je suis professeure au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et chercheuse au Centre de recherche Culture, Art, Société, le CELAT. Au nom du comité d'organisation de l'exposition et du symposium Écran Total, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce matin, cet après-midi pour certaines, mais ce matin pour nous à Montréal. Donc, nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles sont bâtis les locaux du centre de design et donc de l'exposition font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine. Je vais vous parler maintenant rapidement de l'exposition. Donc, présentée au Centre de design de l'UQAM à Montréal, l'exposition Écran Total accueille pour la première fois au Canada les photographies de Jean Baudrillard, qui sont mises en dialogue avec différents artistes et différentes œuvres de Adam Basanta, Charlie Doyon, Clint Hens, Mishka Henner et Vazem Bati, Pénélope Imbrico et Chouanier. En compagnie donc de penseurs et de penseuses marquantes des images et du numérique, des conférences, des tables rondes comme aujourd'hui et des ateliers interrogent les rôles et les places de l'écran dans nos pratiques culturelles et sociales quotidiennes et prolongent finalement réflexivement l'expérience de l'exposition. La table ronde qui nous rassemble ce matin est proposée en traduction LSQ ou pas? Non, j'ai pas l'impression que les personnes du CIVET sont là. Oui, elle est là, Brigitte Guéguer, elle est là. D'accord, très parfait, Brigitte est là. Donc, elle est affichée à l'écran aussi. C'est ça, merci. Donc, je n'avais pas vu Brigitte, bonjour. Oui. Donc, bonjour, juste elle est proposée… avant qu'on s'installe, je vais commencer. Je viens juste d'être admise. D'accord. Ok, très bien. Donc, prenez votre temps. Donc, la table ronde, elle est proposée en traduction LSQ. LSQ, c'est la langue des signes québécoise. Donc, participantes, essayez de parler relativement lentement, même si maintenant, ils sont… je veux dire, ça se passe tout à fait bien et vous pourrez quand même être détendu dans vos interventions. Donc, avant de céder la parole à ma collègue Chiara Piazzesi du département de sociologie, je vais très rapidement la présenter. Donc, Chiara Piazzesi est professeure au département de sociologie, comme je viens de le dire, de l'Université du Québec à Montréal. Elle est membre du réseau québécois en études féministes, le REQEF. Elle est membre également du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles et aussi membre du partenariat de recherche Famille en mouvance de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Ces recherches actuelles portent sur les relations intimes et sur la sociabilité numérique des femmes. Donc, Chiara, je te laisse la parole. Merci Magali. Et merci aussi à Katharina et aux organisatrices de cet événement de m'avoir invitée à animer ce panel aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous. Je disais tout à l'heure, avant que tous les publics soient admis, que je vais être un peu tannante, ennuyante en ce qui concerne les horaires aujourd'hui, parce que nous avons un emploi du temps assez chargé. Nous avons prévu de faire en sorte que tout le monde ait la chance de parler, tous nos panélistes, mais qu'il y ait aussi un espace de discussion. Et le tout comprimé en 2 heures parce que nous devons terminer à 11h30. Donc, je vais essayer de faire respecter les temps. Donc, pardonnez-moi à l'avance si je vais être tannante. Donc, je commence en présentant nos intervenants et intervenantes d'aujourd'hui. Je vais les présenter en ordre rigoureusement alphabétique. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Sofiane Audry, qui est artiste, chercheur, professeur en médias interactifs de l'École des médias de l'UQAM. Son travail s'inspire de l'intelligence artificielle, de la vie artificielle, de la biologie et des sciences cognitives. Ses œuvres computationnelles se déploient à travers de multiples médias tels la robotique, les installations interactives, les environnements immersifs, les interventions dans l'espace public, l'art web et la littérature électronique. Ses œuvres et ses recherches ont été présentées à travers le monde. Julia Bonaccorsi, notre deuxième intervenante, est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lumière Lyon 2 dans l'équipe de recherche illico. Ses travaux portent sur les mutations de la culture écrite et sur la médiatisation numérique
en mobilisant des démarches sémiologiques et ethnographiques. L'analyse des discours visuels constitue un de ses modes privilégiés de recherche. Elle a publié notamment Sémiologie de la bande dessinée numérique dans l'ouvrage Bande dessinée numérique publié en 2016. Et récemment, elle a publié l'ouvrage Fantasmagorie de l'écran, Nouvelle scène de lecture 1980-2012 aux presses universités du Septentrion en 2020. Cet ouvrage analyse l'imprégnation sociale et sensible de nouveaux rapports au visible et au lisible dans la culture écrite. Nous avons ensuite Catalina Briceño, qui est professeure invitée à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal depuis 2018. Après une carrière, en fait, comme productrice en télévision et web et comme directrice du département de veille stratégique au Fonds de médias du Canada de 2010 à 2018. Elle est spécialiste des évolutions du marché et des politiques publiques liées à la mutation numérique des industries culturelles et médiatiques. Elle est co-autrice du livre « Parents dans un monde d'écran », publié aux éditions de l'Homme 2019, que je vais sûrement me procurer tout de suite après notre panel. Elle s'intéresse plus largement aux enjeux de la littérature numérique, de la littératie numérique, des technoconférences familiales et des incidences de la transition numérique sur la société. Ensuite, nous avons avec nous Léona Nikolic, qui est étudiante de deuxième cycle en communication à l'École des médias de l'UQAM. Ses recherches actuelles explorent les relations entre la technologie, la spiritualité et le soi, avec un focus particulier sur les téléphones intelligents. Elle est influencée par la théorie critique, les philosophies post-structuralistes, les pratiques d'archéologie des médias, ainsi que par les genres créatifs du net art et de l'art post-Internet. Elle a été invitée à présenter à des conférences universitaires un peu partout dans le monde et ses œuvres de création littéraire ont été publiées dans diverses publications littéraires. Elle est actuellement membre du CELAT et d'Hexagramme, qui est un réseau international de recherche-création. Et notre dernier intervenant est Stéphane Vial, qui est docteur en philosophie et diplômé en psychologie clinique, chercheur en design qui se spécialise dans l'innovation numérique responsable en santé mentale. Français d'origine, il est depuis 2019 professeur à l'école de design de l'Université du Québec à Montréal, encore de l'UQAM, où il enseigne la théorie du design et le design d'interaction. Il est aussi titulaire de la chaire Diamant, chaire de recherche UQAM en design pour la cybersanté mentale et chercheur régulier au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il a plusieurs livres à son actif, publiés aux presses universitaires de France, à MIT Press ou chez Springer, incluant L'être et l'écran, comment le numérique change la perception. Il est également cofondateur et directeur de la rédaction de la revue Sciences du design aux presses universitaires de France. Alors, je remercie beaucoup nos intervenants pour leur participation aujourd'hui, d'être avec nous. Et je commence en fait la façon dont nous allons fonctionner. Moi, je vais lancer des questions, les mêmes questions pour tous les panélistes et toutes les panélistes. Et je vais laisser 5 minutes à chaque panéliste pour répondre à cette question, pour discuter ensemble de cette question. Et on essaiera de faire 3 tours de discussion, de débat, pour ensuite ouvrir aux interventions et questions du public. Alors d'abord, je vous lance la première question, qui est la suivante. Quelle place occupent les écrans dans vos recherches, vos préoccupations et comment abordez-vous les écrans dans vos recherches? Alors, peut-être que je vais respecter pour un premier tour de parole, pour briser la glace, l'ordre alphabétique, si vous voulez. Donc, je vais demander à Sofiane peut-être à intervenir en premier pour après laisser plus de flexibilité pour les prochains tours de parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à participer à ce panel. Donc, c'est une question très difficile pour moi parce que depuis assez longtemps, peut-être au moins une dizaine d'années, j'ai relativement abandonné l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler les écrans, en tout cas traditionnels ou ça à quoi on pense en général quand on pense à l'écran. Je les ai abandonnés dans mon travail de création
depuis quand même un bon bout de temps. Parce qu'en partie, je me suis éloigné d'une approche qui était très représentative et interactive vers une approche plutôt interventionniste, en tout cas intégrée ou incarnée dans le monde, dans la réalité. À travers, par exemple, des expériences plutôt qui utilisent plutôt la robotique, l'électronique, etc. Mais à travers mes recherches des dernières années, où j'ai étudié notamment donc ce qu'on pourrait dire les formes émergentes de création numérique qui sont où les créateurs utilisent les technologies du machine learning. Je me suis... il y a beaucoup d'artistes dans ce domaine-là qui évoluent dans le champ de l'image et des écrans. Et ce qu'on constate, par exemple, chez les artistes, par exemple, ont utilisé les algorithmes, les GAN. Donc, les GAN, c'est juste pour celles qui peut-être ne connaissent pas, quand vous voyez des images qui disent « Voici une image, une œuvre d'art faite par une IA », en général, c'est des GAN. Donc, ce sont des algorithmes, des réseaux de neurones génératifs. Je vais sûrement y revenir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, et c'est des algorithmes qui sont capables de générer des images de façon autonome et ce qu'on pourrait dire non supervisée. Donc, on leur donne une base de données d'images et ils sont capables après ça de faire une espèce de créer des nouvelles images qui ressemblent, mais de façon souvent assez étrange. Donc, qui ressemblent d'un point de vue machinique à des images qui auraient été trouvées dans la base de données. Donc, il y a des artistes tels que Memo Akten, Anna Riedler, Trevor Paglen, qui ont travaillé beaucoup avec ça et qui remarquent à travers ce travail-là que les images, donc c'est Trevor Paglen en fait qui va dire attention, avez-vous remarqué que depuis quelques années, en fait, aujourd'hui, les images sont majoritairement produites par des machines pour des machines ou par des humains pour des machines. Et je pense que leur prolifération qui est canalisée justement via ces algorithmes va permettre de révéler une certaine forme de pluralité humaine ou d'imaginaire collectif médié, mais qui finalement nous apparaît étrange parce qu'il est un peu entre l'humain et le non-humain, mais aussi, comme l'artiste Brian House a dit, it's uncanny because it's humans plural. Donc, ça nous donne une espèce de vue à l'intérieur de ce que les machines conçoivent finalement comme, comme une perspective humaine parce qu'elles viennent des bases de données qui, elles, ont généralement été à la base récoltées ou créées par des humains. Je vais m'arrêter là, donc. Ben, merci. Merci, Sofiane. Julia, je vais te passer la parole. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bon, je voulais dire juste simplement, pour commencer, merci beaucoup pour cette invitation, parce que c'est un vrai plaisir de participer à cette table ronde cet après-midi. Alors, l'écran comme préoccupation dans mes recherches, d'abord, je dirais un petit mot des collectifs de recherche auxquels j'ai appartenu, enfin où j'appartiens, mais depuis le début des années 90, autour de chercheurs comme Emmanuel Souchier, Yves Jeanneret, Dominique Cotte, donc en France, qui ont travaillé plus précisément avec des approches sémiologiques et ethnographiques sur l'analyse des médias informatisés et la façon dont on pouvait travailler sur ce qu'ils appellent les écrits d'écran, c'est-à-dire l'écran, aller interroger ce qui était donné à lire, ce qui fait texte dans l'écran et dans quel contexte, dans quelle pratique sociale, dans quel contexte, avec un axe assez important qui concerne finalement la façon dont on peut interroger les mutations médiatiques des usages de l'écrit et voir comment intervient là, non pas des ruptures, mais plutôt une mémoire longue, une mémoire sociale des textes, de la lecture. Et donc, à la suite de ces travaux, j'ai
une préoccupation. Vous avez cité tout à l'heure la publication d'un travail sur la bande dessinée numérique. Donc, une autre préoccupation, en tout cas, qui venait en continuité un peu de ce champ sur les écrits d'écran, m'a amené donc à travailler sur les formats numériques de la bande dessinée, notamment à un moment où émergeaient des blogs avec des grandes promesses sur l'autopublication de la bande dessinée. Et puis, ça m'a amené à travailler et à m'intéresser beaucoup aux variations intermédiales, enfin médiales entre bande dessinée imprimée, numérique, la façon dont l'écran finalement invitait dans la production aussi, dans la création, à jouer avec des effets de cadre, de cache, ce que cela faisait aussi aux catégories culturelles qui sont le propre de la bande dessinée, qui peuvent être ceux, par exemple, de la planche, de la case et du récit. Donc finalement, ma préoccupation, elle est, comme vous le voyez, elle est vraiment liée aussi à des questions d'édition, de lecture et puis de transformation d'une mémoire sociale des textes. Et ce qui m'avait beaucoup intriguée dans ce travail autour, je prends l'exemple de la bande dessinée, des écrits d'écran, c'était le rôle assez prépondérant des publicités ou des représentations promotionnelles des innovations, qu'elles soient des innovations technologiques, comme on est au début des années 2000, en 2010, mais aussi des innovations éditoriales qui étaient très présentes, qui sont très présentes dans des représentations publicitaires. Et donc, ça a conduit à renforcer une autre préoccupation qui est plus précisément celle d'interroger ce qu'on peut appeler les discours d'accompagnement, par exemple la publicité. Un peu plus précisément, je parlerai de discours d'escorte, mais des discours qui ne sont pas forcément extérieurs en fait, à ce qui nous amène à lire, à écrire, à mobiliser les écrans, mais qui au contraire participent à prescrire des manières de faire, fournissent des normes, fournissent aussi des valeurs, des imaginaires, etc. Et donc opèrent directement sur les écrans, leur donnent une visibilité, puisque dans la publicité, notamment, on va avoir une prolifération de représentation de l'écran et des façons de les utiliser. Mais ces discours-là sont aussi des endroits où on nous dit comment les écrans définissent le visible et le lisible. Donc, j'y reviendrai peut-être un peu plus loin, mais c'est vraiment un point qui a été important dans une enquête plus longue que j'ai menée sur ce qui a été désigné à un moment comme la lecture d'écran, c'est-à-dire la façon dont l'écran intervenait dans une pratique du texte, une pratique culturelle, et comment s'hybridaient en fait ces transformations, ces ruptures qui allaient créer qui allait générer une prolifération de discours, je disais de publicité, discours promotionnels, de façon, d'une certaine manière, un petit peu comme on a pu le trouver à d'autres époques dans des changements et des ruptures liées à la lecture, ou comme quand la lecture avait besoin d'être expliquée, en fait, il fallait beaucoup la représenter, expliquer ce qui se jouait dans cette transformation culturelle. Je vais m'arrêter là aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer sans hésitation la parole à Catalina. Vous m'excuserez si j'ai commencé en tutoyant tout le monde. Peut-être que je peux garder ça si tout le monde est à l'aise. C'est un réflexe. Très québécois. Parfait. Donc, Catalina, je te passe la parole. Merci, Chiara. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, merci pour cette invitation. Comme Chiara l'a mentionné en fait en début de présentation, moi je suis professeure invitée à l'École des médias de l'UQAM, donc et plus spécifiquement en fait au programme de stratégie de production culturelle et médiatique. Plus précisément, j'enseigne l'organisation économique des médias, la veille stratégique et les nouvelles architectures de contenu multiplateformes à des étudiantes et des étudiants en fait qui se destinent à des métiers de gestionnaire ou d'analyste d'organismes culturels et médiatiques. Alors déjà, bon, ça vous situe un peu où je suis. Et d'ailleurs, je me qualifie d'abord en fait comme praticienne. Mon parcours est vraiment celui d'une gestionnaire, d'une analyste dans le secteur de la création pour écran. Donc, d'abord, une dizaine d'années comme productrice.
en web et télévision avant donc de me joindre du côté donc de la réflexion auprès des institutions qui ont à mettre en place des politiques publiques, des programmes en soutien donc notamment à l'industrie de l'audiovisuel. Dans mon métier, on dirait donc que je suis derrière l'écran. D'abord, j'ai été parmi celles et ceux donc, qui l'alimentent de contenu. Ensuite, je suis passée du côté de celles et ceux qui tentent d'en comprendre la valeur économique, d'en saisir les dynamiques, notamment évidemment sous l'impulsion de toutes les transformations que vit cette industrie donc audiovisuelle depuis quelques années sous l'impulsion de la révolution numérique. Et le principal constat que je puisse faire, en fait, de toutes ces années d'expérience sur le terrain, c'est que cette économie des écrans s'est elle-même peu à peu assujettie à de nouvelles logiques technologiques et économiques qui sont celles, donc, des plateformes technologiques. Il reste que je joue aussi, comme sans doute plusieurs d'entre vous, un autre rôle très important et auquel j'accorde beaucoup d'importance dans la vie. Je suis maman de 3 garçons. Édouard, Léo et Félix. Et la particularité, en fait, c'est qu'ils ont un grand écart d'âge. Entre la naissance de mon premier fils, donc en 2002, et de mon dernier enfant en 2016, j'ai eu vraiment une prise de conscience extrêmement brutale. Le monde, évidemment, avait énormément évolué en matière de connectivité et de pratiques numériques. Les écrans à la maison s'étaient démultipliés par 10. On en trouvait dans tous les recoins. Et plus encore, moi, comme individu, j'avais profondément changé. Je réalisais à quel point, en fait, les usages numériques conditionnaient ma vie à la maison comme au travail. Donc, et c'est vraiment ça l'étincelle qui m'a lancée, donc qui m'a propulsée vers la recherche qui a mené à la publication de Parents dans un monde d'écran, qui a été coécrit donc avec ma complice journaliste Marie-Claude Ducas. Ce n'est pas un livre savant. Notre premier objectif était vraiment de vulgariser, en fait, de décomplexer l'accès à la connaissance liée aux technologies numériques et aux usages des écrans à la maison et d'offrir des pistes de solutions concrètes et applicables pour toutes les familles. Mon intérêt, donc, vous voyez, bifurque depuis quelques années vers des enjeux plus larges de littératie numérique, de technoférence familiale et plus largement de l'ensemble des incidences socioculturelles de la transition numérique et de la multiplication des écrans, donc, dans à peu près tous les espaces, les aspects de nos vies. Fait que je voudrais juste préciser, donc, en terminant, que les réflexions que je vous partagerai aujourd'hui sont vraiment le fruit d'une recherche exhaustive, mais surtout d'observations que ma co-autrice et moi avons menées, notamment à travers de nombreuses entrevues avec des parents d'enfants d'âge variés, en fait, et qui a mené, donc, c'est tout ce chantier qui a mené à la publication de Parents dans un monde d'écran. Mais c'est important, donc, de noter que ça n'a pas été fait dans un contexte ou dans un cadre de recherche académique. C'est un travail terrain. Je ne prétendrai donc pas que ça a une valeur de conclusion scientifique, mais je pense sincèrement que ça pointe néanmoins vers certaines pistes de recherche que je continue d'explorer aujourd'hui, donc, comme chercheur universitaire. Voilà. Merci beaucoup, Catalina. Léona. Merci. Premièrement, merci pour cette invitation à participer dans cette discussion. Je suis parmi des chercheurs très accomplis, donc comme étudiante, c'est quelque chose de très spécial. Alors, merci beaucoup. Puis, comme Chiara a mentionné, je suis étudiante de deuxième cycle en communication dans l'école des médias, mais plus spécifiquement en recherche-création en médias expérimentaux. Donc, mes recherches sont centrées sur les téléphones intelligents. Donc, quand je parle des écrans, je parle des écrans des téléphones intelligents. Et ce qui m'intéresse est l'écran comme interface spirituelle, l'écran comme lieu de rituel. Et je pense que les écrans sont rien sans notre présence, sans nos interactions avec eux, quand on les regarde ou qu'on les touche. Sinon, les écrans ne sont que des morceaux de verre, essentiellement. Et je pense donc à la façon dont les écrans dépendent de nous pour avoir une sorte de signification, mais aussi à la façon dont nous dépendons maintenant à des écrans pour percevoir nous-mêmes, les autres et le monde comme ayant de la signification. Et par ça, je ne veux pas dire que sans les écrans, on perd toute signification, mais que sans les écrans, on ne peut pas participer pleinement à la société, ce qui nous empêche d'accéder et de produire de la signification telle qu'elle est échangée à travers les écrans.
Et cela est particulièrement évident pour les téléphones intelligents que l'on s'attend à ce que la plupart des gens possèdent dans notre société et qui, si quelqu'un n'en possède pas, constitue une sorte de déviation de la norme. Et je pense que ça c'est relié à la façon dont tant de nos activités quotidiennes dépendent de nos téléphones intelligents. Par exemple, j'ai envisagé de m'acheter un téléphone mobile, genre un traditionnel avec les boutons, comme une cellulaire, pour cet été, au lieu d'utiliser mon téléphone intelligent juste pour m'amuser, puis pour me détacher un peu de cet appareil. Puis, j'ai réalisé que j'ai besoin de mon téléphone intelligent pour utiliser, par exemple, Google Maps et savoir où je vais si je sors de la ville en voiture ou même si je prends mon vélo dans des nouveaux endroits, ou aussi que j'ai besoin de mon téléphone pour utiliser Communauto, qui est le service d'autopartage ici, pour réserver la voiture et même pour le déverrouiller. Donc, puis il y a plein d'autres exemples des raisons pour lesquelles on a besoin des téléphones intelligents. Donc, je pense comment pourrais-je faire ces choses très simples sans le téléphone intelligent? Puis, je pense que notre expérience du monde est très limitée par les écrans dans cette façon. Et oui, notre perception du monde est élargie et nos possibilités dans le monde sont également élargies avec les écrans. Mais je pense que sans les écrans, on ne peut pas accéder à ces élargissements. Bref, tout cela est lié à l'écran comme site de rituel, comme outil magique, comme outil de transcendance. Parce qu'on pratique des rituels en interagissant avec les écrans de nos téléphones intelligents et c'est les écrans qui nous permettent d'exister au-delà du monde physique, au-delà de nos corps physiques et d'accéder à une dimension de connectivité, d'immédiateté et de possibilités élargies. Et je pense que c'est une chose très, très spirituelle, cette quête pour se connecter à quelque chose au-delà de nous-mêmes, pour entrer en communication avec notre soi supérieur ou avec des pouvoirs supérieurs, mais même le monde entier. Puis cela m'emmène à mes recherches actuelles qui sont inspirées par des applications spirituelles pour téléphones intelligents. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui les connaissent. Donc, ce sont des applications pour la méditation ou l'astrologie ou la divination. Et je me questionne sur comment l'utilisation de ces applications qui sont conçues pour faciliter les expériences spirituelles se croise avec la façon dont l'utilisation du téléphone intelligent et de son écran est déjà une expérience spirituelle. Et c'est le soi qui est au centre de ces expériences spirituelles. Alors, comment l'utilisation des applications spirituelles à travers une interface spirituelle a un impact sur notre compréhension du soi? Donc, ce sont des genres de questions que je me demande et je pense que je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Tout le monde est en train de respecter le temps de façon autonome, donc je n'ai pas de travail à faire, c'est magnifique. Je vais passer la parole à Stéphane. Merci beaucoup, Léona. Bonjour tout le monde, merci infiniment pour l'invitation. Donc j'ai la pression pour bien respecter le temps puisque je suis le dernier à parler. Est-ce que je peux montrer quelques diapos ou est-ce que vous préférez que je reste comme ça à l'écran avec vous? C'est comme tu le souhaites. Si tu veux, vas-y. Je pense pas qu'il y ait de problème. Là, présentement, ah si, ça y est, j'ai cru que je n'avais pas la possibilité de le faire, mais... Tu l'as, vas-y. C'est parfait, merci beaucoup. Est-ce que ça fonctionne bien? Je lance mon écran en plein écran. J'ai l'impression que chaque fois que je prononce le mot écran aujourd'hui, il résonne fort avec le nom de l'expo. C'était simplement pour essayer de répondre à la première question sous l'angle de comment j'aborde les écrans. Ça, c'est juste pour... Alors, je me suis amusé un petit peu à reprendre la direction artistique de l'expo parce que je trouvais très bien vu d'inverser la petite couleur verte de la typo des écrans de terminal historiques sur fond noir. Puis, au contraire, ça devient le fond vert et tout. Je trouvais ça rigolo. Alors, je me suis un petit peu amusé simplement pour dire que moi, j'aborde les écrans à l'intersection de différentes disciplines, différentes expériences qui sont ancrées en philosophie et en psychologie parce que ce sont mes disciplines de formation.
mais qui sont déployés sur le terrain du design et du numérique, qui sont plutôt mes domaines d'activité, disons. Donc, ça m'amène en fait à aborder l'écran. C'est vrai que cet ouvrage qui date de quelques années maintenant est un peu l'origine de mon approche sur cette question des écrans. Il a été réédité plusieurs fois, il était issu de ma thèse de doctorat, il était traduit aussi. Et c'est un essai que j'avais voulu appeler un essai de phénoménologie des techniques, mais phénoménologie historique des techniques, c'est-à-dire d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans notre rapport perceptif aux technologies dans l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, au temps des écrans. Alors, voilà, moi, j'utilise l'écran comme une métonymie, en fait, hein, une métonymie de l'interface. Ce n'est pas tellement l'écran comme surface ou comme image qui, disons, m'intéresse, mais c'est plutôt l'écran comme médiateur de l'expérience humaine. Sur le plan perceptif, c'est ça quand même l'angle phénoménologique. Puis ça m'amène bien au-delà de l'écran, en fait. C'est vraiment l'écran comme point d'entrée. Je vois un message dans le chat, on ne voit pas mon écran, c'est ça? En effet, je pense que... Ok, je sais pourquoi, je sais pourquoi je vais partager mon écran différemment. Est-ce que là, on le voit? Tout à fait. Okay, on voit. Oui. Désolé, je parlais sans trop savoir, mais j'avais juste montré ça, que j'étais au carrefour de ces disciplines-là, de ces domaines, puis que j'avais cet ouvrage qui m'avait un petit peu guidé dans mes travaux, et que, voilà, essai de phénoménologie historique des techniques, et j'en étais là à dire que je voyais l'écran comme une métonymie pour aborder bien d'autres choses qui se jouent à travers lui. Alors, comment j'aborde? Je dirais qu'il y a quatre... J'essaie d'intégrer 4 grands cadres théoriques dans tout ça. La phénoménologie des techniques, je viens de l'énoncer rapidement, et pour rappeler très simplement, c'est l'étude des techniques, des technologies sous l'angle perceptif, de la manière dont elles nous apparaissent dans notre expérience perceptive, puis ça ne se limite pas aux écrans. Donc, c'est ancré dans certains courants comme la post-phénoménologie, avec la notion de médiation technique. J'aime beaucoup cette notion qui dit que la relation entre les humains et les technologies est en fait fait partie d'une relation beaucoup plus large, plus grande entre les humains et le monde. Puis dans cette relation entre nous et le monde, au sens très large du terme, monde, les technologies vont jouer un rôle de médiation. Donc moi, je me suis intéressé à ça. Puis j'ai mixé ça avec, si j'ose dire, avec d'autres références en philosophie des sciences et des techniques, notamment Bachelard qui parle de phénoménotechnique, c'est-à-dire qui montre que les technologies produisent des phénomènes, les technologies produisent de l'expérience perceptive. J'ai beaucoup adoré Bachelard pour ça. Et sa notion à lui, phénoménotechnique, on peut la trouver incarnée dans différentes choses. Par exemple, ça, c'est un accélérateur de particules, celui du CERN à Genève. C'est une technologie qui génère de la phénoménalité, parce que c'est une technologie qui fait apparaître l'infiniment petit. En tout cas, elle ne le fait pas apparaître directement. Il faut la médiation d'un objet technique pour accéder perceptivement à cette réalité infiniment petite. Donc, c'est un bon exemple, c'est celui de Bachelard. Mais en fait, on peut le décliner dans plein d'autres domaines, ce que ne fait pas Bachelard. Mais par exemple, ça tombe bien que, justement, on parle de médias au sens large, parce que le premier film, celui des Frères Lumière, justement, l'entrée du train en gare de La Ciotat, on sait très bien ce qui s'est passé quand ce film a été projeté la première fois en 1895. Il a été projeté dans une salle de théâtre, et les gens dans la salle, quand ils ont vu le film se produire, ils se sont levés, ils ont eu peur, ils ont cru que le train entrait dans la salle. Et donc, c'est ça la phénoménotechnique, c'est ça ce lien très spécifique, c'est ça que je travaille dans mes recherches, ce lien très spécifique, très intéressant entre perception et technologie, puis comment les technologies, elles structurent la perception elle-même en dehors de sa dimension neurobiologique. C'est comme s'il y avait une dimension socio-technique inscrite a priori dans l'expérience perceptive, qui vient conditionner notre rapport au réel. Donc notre rapport au réel, il est constamment conditionné par des technologies qui influencent la façon dont notre perception elle-même se construit. Alors, on pourrait d'ailleurs s'amuser, de manière plus récente, à montrer ce qu'a fait cet artiste russe. Stéphanie, il faut que je t'interrompe. Parce qu'on a dépassé. D'accord, désolé pour ça. En tout cas, voilà, je ne vais pas insister plus. C'est vrai que j'ai eu un peu quelques minutes de démarrage de mon partage d'écran un peu difficile, mais c'est ça que je voulais mettre en avant, en fait, c'est cette idée
travailler la relation entre technique et perception. Puis moi, je les aborde comme ça, les écrans, puis après, je pourrais en reparler à la prochaine question. Merci. Merci pour ta réponse et pour ta compréhension. En effet, justement, vous avez toutes et tous mentionné des domaines de recherche et des approches aussi très diversifiées, mais complémentaires, extrêmement enrichissantes. Je vous demanderai de nous décrire maintenant quelles sont vos observations principales, en fait, dans les recherches que vous avez menées dans les dernières années sur les écrans. Alors, cette fois, je vais mélanger peut-être un peu les choses. Je vais peut-être donner la parole à Julia en premier, si elle le veut bien. Oui. Alors, effectivement, pour vous répondre, je ne m'attendais pas à une prise de cours. Alors, les résultats que je vais présenter rapidement maintenant donc sont des résultats d'un travail ou de l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, qui vient en fait d'une question, puisque c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'était comment, donc autour des années 2010 notamment, l'arrivée sur le marché des liseuses, des iPads, etc., amenait à une surenchère en fait de discours sur un discours de rupture sur la lecture, le rapport au livre, et un discours parfois presque, même dans la bouche de gens très bien comme Alberto Manguel, un peu réactionnaire sur le toucher du papier qu'on regrettait, son odeur, etc. Et donc, plutôt que finalement, en laissant complètement de côté l'idée qui a été évoquée d'ailleurs par d'autres précédemment, que finalement, peut-être les écrans conduisaient à d'autres enrichissements, de la création de valeur, de nouveaux attachements. Donc, ce qui m'a intéressée, c'était d'essayer de comprendre comment autour du livre et de la lecture se tissaient, se construisaient de nouveaux imaginaires, des scènes de lecture, si on veut, qui en fait, qu'on pouvait trouver principalement par une enquête, comme je l'évoquais tout à l'heure, plutôt dans ces discours publicitaires, dans ces discours promotionnels. Ce qui m'intéressait, donc l'idée aussi, c'était de voir ça dans le temps et pas dans un moment de rupture qui aurait pu être, par exemple, celui de l'arrivée sur le marché d'un nouveau support comme l'iPad. Et donc, j'ai voulu mener une enquête plus systématique et plus longue sur 30 années, sur 30 années de publicité, de livres autour du livre et de l'écran, de façon large, donc depuis les années 80, donc avec un corpus assez important de plus de 300 documents, pour essayer de saisir comment s'étaient transformés les motifs, les thématiques associées à l'écran, les promesses aussi associées à l'écran. Là, vraiment, je l'utilise au singulier puisque j'ai travaillé à la fois sur des publicités qui portaient vraiment sur des supports ou des contenus qu'on pouvait qualifier de numériques, mais aussi sur la présence en fait, des ordinateurs, par exemple, dans des publicités pour Kellogg's Cornflakes, L'Oréal, etc. Et ce travail, cette enquête visuelle, parce que vraiment j'ai travaillé plutôt sur l'image, comment l'écran est visible, mais aussi ce qu'il rend visible dans ces publicités. Et donc cette enquête-là, elle a conduit à faire émerger trois grandes périodes. Alors je vais aller très très vite, mais c'est vrai qu'on voit très bien comment un changement est raconté en fait depuis les années 80, d'abord de façon très didactique. Il faut expliquer comment on va passer d'un monde de l'écran comme outil de calcul à un monde de l'écran comme un outil d'écriture et de lecture. Donc, cette période qui va jusqu'à la fin des années, au début des années 90, elle est souvent plutôt organisée avec des séquences avant-après, comment on va trouver du mieux dans le passage à l'écran. La deuxième période, c'est celle de l'arrivée plutôt du multimédia et puis d'Internet jusqu'à la fin des années 90. Et là, on a aussi un nouveau statut du texte qui, finalement, n'a plus besoin forcément d'être très accompagné par des petites scènes où on explique bien ce qui se passe avec l'ordinateur et avec les écrans,
mais au contraire, finalement, petit à petit, le texte lui-même devient auto-énonciateur, c'est-à-dire que ces images présentent, par exemple, une requête sur Internet au début des années 90, comme fonctionnant d'elle-même, fonctionnant toute seule. On a à peine le pointeur de l'utilisateur qui va se déplacer sur l'écran pour nous rappeler qu'il y a quand même un lecteur derrière. Et puis, jusqu'à la fin des années 2010, ce qui ressort particulièrement, eh bien, c'est là, de façon assez peu originale, la mobilité, le nouveau modèle social aussi de l'ubiquité, mais une mise en spectacle très forte de la manipulation. L'écran tactile, notamment à partir de 2007, va conduire à manifester plus largement un corps de lecteurs très segmenté, très morcelé, où la main et la manipulation précèdent en quelque sorte un être social qui aurait, on a moins un personnage que des corps qui servent simplement justement à activer, à manipuler de façon très industrialisée. Donc, un point sur lequel peut-être, puisque là, il va falloir que je m'arrête, je pourrais revenir un petit peu plus loin, mais c'est effectivement cette place du corps. Et puis, le fait que petit à petit, on voit aussi apparaître finalement une manière de signifier l'écran sur l'écran, uniquement avec des bulles de texte qui ressemblent à, par exemple, un extrait d'un SMS. Donc, la forme suffit, même transparente, à désigner l'écran et le support d'écriture, de mémoire et d'affichage. Merci, je m'arrête là. Merci Julia, c'est vraiment passionnant. Je vais maintenant passer la parole à Léona. C'est où Désolée, tu étais en train de boire. Je vais te passer la parole si tu veux bien. Mais je pense que c'est bon parce que Julia a parlé de relations avec le corps et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis avant de parler des résultats de ma recherche, je vous explique un peu mon projet de recherche-création de mémoire. J'avais envoyé des photos à Ola, je ne sais pas si elle veut les montrer, mais sinon, je peux juste parler de ça. Mais j'ai donc créé une installation immersive dans le cadre de mon mémoire de projet de recherche-création. Et c'était une installation immersive sur les relations entre la technologie, la spiritualité et le soi, qui était également inspirée par les applications spirituelles pour téléphones intelligents et par divers types de technologies qui ont été développées pour les pratiques spirituelles à travers le temps. Donc, vous voyez ici la photo de la tente et je vous explique comment cette installation marche. Donc, je l'avais intitulé Soli, comme solitude, un peu. Puis, c'est ce que j'appelais une expérience de méditation numérique. Donc, premièrement, le participant entre dans l'espace d'une tente illuminée, inondée de lumière, des fois blanche, mais aussi colorée. Puis, on peut passer à la prochaine photo. Puis, le participant est invité à brancher son téléphone intelligent à un câble, puis à faire une méditation guidée. Donc, cette méditation guidée comprend des éléments très traditionnels comme des exercices de respiration, la prise de conscience du corps physique et des techniques de visualisation. Mais elle demande également aux participants d'imaginer une courante de lumière reliant leur troisième œil au téléphone intelligent entre leurs mains ou de masser leur téléphone intelligent avec les mains ou de regarder les applications de leur téléphone intelligent en portant attention aux sensations du corps. Puis, le participant est emmené à croire que l'installation collecte les données personnelles de son téléphone intelligent pendant la méditation guidée. On va passer sur la prochaine photo pour voir un peu de couleur. Puis, donc, voici le participant en train de méditer ou masser son téléphone ou peut-être imaginer le courant de lumière. Puis, à la fin, l'installation révèle l'aura numérique du participant basée sur ses données et ses interactions, basées comme c'est une illusion, qui est affichée de manière audiovisuelle sous forme de couleurs et de descriptions pour la voie de la méditation guidée. Donc ici, on a des photos du participant en train de prendre des auras selfies dans son aura, qui est bleu ici. Puis après ça, le selfie est envoyé à moi et imprimé sur un film de photo instantané. Je pense que j'ai une
dernière photo. Voilà. Puis, ce qui se passe ici, est-ce que Baudrillard apparaît? Peut-être pas, mais c'est des photos instantanées imprimées. J'ai que je peux vous montrer ici. Mais je ne le trouve pas. Mais en fait, c'est comme des Polaroids. Ce que se passe ici, est-ce que Baudrillard apparaît une fragmentation du soi qui se produit à travers de multiples simulacres. Et la photo imprimée, donc, est une image d'une représentation de soi visualisée par un processus technologique. Puis, après, beaucoup de participants, parce que je parlais avec les participants, j'ai dévoilé l'illusion, beaucoup de participants ont parlé du fait qu'ils ne peuvent pas se séparer de leur téléphone, qu'il s'agit d'une nécessité, d'une habitude, d'un privilège. Puis, ils ont également parlé de leur relation avec leur téléphone, de l'anxiété de séparation qu'ils ressentent lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone intelligent. Puis, je peux m'identifier tellement avec ce sentiment. Puis, ils se demandent s'ils doivent essayer de changer leur relation avec leur téléphone intelligent et de les utiliser de manière différente ou de manière plus saine. Mais à quoi cela ressemble-t-il? Donc, oui, je pense que les écrans et les images nous fragmentent de diverses manières et que je pense que nous sommes à la fois des extensions de ces écrans et qui sont également des extensions de nous. Mais ce qui me semble plus intéressant, c'est de considérer les écrans comme une autre manifestation, une expression de notre conscience, comme un autre langage pour articuler le soi. Et ce que je pense, c'est qu'on peut conceptualiser le soi comme une chose qui n'a pas le point de référence fixe ou pas de centre, mais c'est une chose que l'on perçoit seulement lorsqu'il est médiatisé, lorsqu'il passe à travers les médias. Et cela se produit souvent à travers les images, à travers nos écrans. Et de cette façon, je pense que les écrans deviennent plus ou moins essentiels pour que l'on puisse se percevoir. Et pour moi, ce qui est vraiment fascinant avec l'écran du téléphone intelligent, c'est sa portabilité, son intimité et sa proximité avec le corps, et aussi son immédiateté avec nos pensées. Donc, je pense que l'écran est essentiel pour qu'on puisse se percevoir, pas parce qu'on ne peut pas se percevoir sans écran, mais parce que c'est notre mode de perception dominant aujourd'hui. On a été entraînés à ne percevoir la réalité qu'à travers des écrans ou à côté des écrans ou à proximité d'écrans. Merci, Léola. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Stéphane. Parfait. Je veux bien reprendre le partage d'écran si c'est possible. Écoutez, moi, mon résultat principal de recherche sur cette question des écrans, c'est justement une contestation de la notion de virtuel dont on entend beaucoup parler sous la plume de Baudrillard. Et je dirais que c'est un résultat finalement théorique et conceptuel parce que ça émanait de cette enquête phénoménologique que je présentais tout à l'heure. Et puis au moment où je développais ça, j'avais rencontré un jeune sociologue américain qui développait un peu la même idée, c'était vers 2011-2012, Nathan Jorgensen, puis développait l'idée que le dualisme numérique, c'est une croyance fausse entre deux mondes séparés, le virtuel, le réel, le numérique, le physique, le en ligne, le hors ligne, le sur écran, hors écran. Puis pendant 10 à 15 ans, on avait tous plus ou moins fort en nous cette croyance en tête, puis on la garde peut-être encore un peu, surtout que la pandémie vient la renégocier autrement. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé à contester ça, à montrer que ce dualisme entre réel et virtuel, il venait en fait étayer implicitement un dualisme métaphysique entre vrai et faux. Ce qui est sur l'écran est faux, ce qui est hors l'écran est vrai. Je m'excuse, mais Baudrillard, il est à fond là-dedans. Il y avait aussi ce dualisme moral qui en résultait. Finalement, c'est faux ce qui est sur l'écran, donc c'est mauvais. Se faire des amis en ligne, c'est pas bon, etc. Donc, j'ai beaucoup contesté ça. Puis pour le faire, j'ai essayé de déployer de nouveaux concepts, de sortir de l'hégémonie du mot virtuel qui était vraiment un peu cannibalistique, je dirais, là, dans l'univers des idées. Alors, j'ai élaboré une théorie qui s'appelle la théorie de l'ontophanie. C'est simplement l'idée que l'être ontos apparaît phaino à travers les techniques, ce que je disais tout à l'heure, la médiation technologique. Et puis, j'ai amené comme ça, je ne peux pas les développer ici, mais 11 concepts
dans lesquels je retrouvais virtualité, mais dans lesquels j'essayais de décrire l'expérience perceptive que la chose numérique nous fait vivre. Et on s'apercevait à travers cette recherche, c'est beaucoup plus multiforme, multidimensionnel que simplement la virtualité, la dimension interactive, la dimension ludique, la dimension réticulaire et j'en passe. Je pourrais peut-être donner un exemple, ce que j'avais appelé la versatilité, c'est le fait que la matière numérique, elle bug, elle a toujours bugué. Le premier cas de bug, c'est 1946, et on a été obligé d'apprendre à percevoir la bugabilité de la matière, si j'ose dire. Imaginez si un pilier d'architecture se mettait à bugger comme nos écrans qui bug, un glitch dans la structure de l'édifice, un plafond qui s'effondre pendant une seconde, puis qui revient une seconde après, comme une fenêtre qui bloque sur nos écrans, puis qui revient une seconde après. On n'a pas l'habitude dans les choses non numériques de percevoir ça. Donc, c'était ce type de choses que j'analysais, ou ce que j'avais appelé l'autrui-phanie, le fait qu'autrui apparaît à travers les écrans. Par exemple, ça, c'est autrui. Avec cette diapo que je reprends de l'expo. J'adore cette phrase de Baudrillard parce que la première moitié, je la trouve complètement inadaptée à la situation actuelle. Puis la deuxième moitié, je l'aime bien parce que moi, je la lis à travers mon filtre à moi. C'est-à-dire, ce que j'ai mis en rouge, là, pour moi, ça ne marche pas. Là. Bien sûr qu'il y a du vide, le vide d'autrui à travers l'écran, c'est une catastrophe, on le voit avec la pandémie. Bien sûr qu'il y a de l'absence à travers l'écran. Bien sûr qu'il y a de l'obstacle dans l'image virtuelle. En revanche, moi, j'aime bien quand il dit on entre dans sa vie comme dans un écran parce que ça rejoint mon propos qui consiste à dire, mais l'écran, c'est juste un médiateur de la perception du monde. Puis j'étais sensible à ce que tu disais, Léona, parce qu'il y a des points de rencontre là. Et on enfile sa propre vie comme une combinaison digitale. Ben oui, l'écran, le médium technologique au sens large, le média, c'est une structure perceptive qui renégocie notre rapport au réel. Donc voilà, ça m'avait inspiré ces réflexions. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Sofiane, je vais te passer la parole, si tu veux bien. Merci beaucoup. Donc, je vais juste peut-être rappeler la question. Donc, c'est les observations principales qu'on a fait. Oui, tes constats principaux dans ta recherche, oui, exactement. C'est ça. Puis, ben, écoutez, il y a plein de liens là, c'est vraiment une discussion vraiment intéressante. Ce lien entre la technique et les écrans que Stéphane vient d'évoquer. Puis, en particulier, cette espèce de renégociation, de remise en question du virtuel et du réel, ce sont des questions qui m'ont beaucoup intéressé dans les dernières années également. Mais à travers, évidemment, qu'est-ce que les artistes, en particulier ceux qui sont dans ce qu'on pourrait appeler l'avant-garde de l'art contemporain numérique en intelligence artificielle, qui est mon sujet de recherche et de création qui m'anime depuis quelques années déjà. Donc, ces artistes vont aborder ces technologies d'une manière très, très différente des ingénieurs et des scientifiques qui souvent les ont mis en place. Donc, d'abord, ils vont le faire, ils et elles vont le faire de manière réflexive. Donc, c'est une façon pour ces artistes de travailler avec ces technologies
qui permettent de comprendre, de révéler celles-ci à travers leur matérialité. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, mais vu que je n'ai que quelques minutes, je vais peut-être en dire seulement quelques-unes. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ce sont des technologies qui ont la prétention d'être très précises. En fait, c'est un peu l'objectif de ces technologies, c'est d'être capable de faire des prédictions extrêmement précises, même des prédictions qui peuvent être plus précises que celles que des humains sont capables de faire. Mais paradoxalement, ces artistes vont utiliser ces technologies d'une manière pour exploiter leurs imperfections. Et je vais juste faire une petite parenthèse parce que je pense que c'est important, parce que je parle peu d'écran depuis le début de ce panel. Mais en fait, il faut comprendre que ces algorithmes, en fait, ce sont des structures de données qu'on appelle des modèles, principalement, là, donc ce qu'on appelle les algorithmes d'apprentissage profond ou les réseaux de neurones artificiels, qui est ce qui domine en ce moment là, le champ on pourrait dire, de l'intelligence artificielle et de la création numérique en intelligence artificielle. Donc, ce sont des structures de données représentationnelles. Hein. Ce qu'elles essayent de faire, c'est de représenter le réel d'une manière à extraire certaines informations qui sont peut-être plus pertinentes que d'autres. Donc, ce sont finalement des formes machiniques, on pourrait dire d'écrans, qui viennent montrer un certain visage de ce qu'on pourrait appeler la réalité, mais un visage machinique, donc qui cherche à atteindre, dont les modes d'opération vont venir non seulement chercher plutôt à remplir le rôle pour lequel elles ont été définies. Donc, elles ont un rôle pour la machine elle-même qui définit ces représentations-là. Mais également, ces modes opératoires-là, ça c'est très important, elles défient la compréhension humaine d'une certaine façon parce qu'elles ne sont pas basées sur des règles logiques et des règles rationnelles. Et donc, ça, c'est intéressant parce que pour revenir à cette discussion, cette contestation finalement que Stéphane fait du dualisme, ce qu'on pourrait appeler le dualisme numérique, c'est qu'on est passé d'un ensemble d'approches en intelligence artificielle qui, depuis les années 60 ou 50, en fait, sont très, très fondées sur l'idée de systèmes computationnels qui manipulent des symboles. Et on est plutôt passé vers des simulations, en fait, des systèmes qui simulent de l'analogique, donc qui simulent des réseaux de neurones et qui finalement, de par leur grande complexité, vont vraiment remettre en question nos idées de ce qui constitue le réel et le virtuel et le numérique et l'analogique parce que ces choses-là deviennent finalement un peu confondues. Donc ça, c'était la deuxième remarque au-delà que les artistes qui les utilisent ne vont pas chercher à utiliser leur précision, mais plutôt cette espèce de caractère hors de contrôle et étrange qu'elles peuvent amener. Puis finalement, la dernière remarque, c'est que ces algorithmes-là aussi ont une certaine prétention, en tout cas, à être des machines universelles qui sont agnostiques au type de données qu'on va leur envoyer. Donc, on peut utiliser les mêmes algorithmes pour travailler avec des images, du son, du texte. Et ça devient comme aplanir un peu plusieurs formes médiatiques. Ça devient une espèce d'outil pour les artistes, un outil commun qui permet d'automatiser certaines de ces formes machiniques de représentation du réel, un peu à la manière d'écran. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se déployer dans le temps. Parce qu'on voit déjà beaucoup d'artistes qui sont au cœur de ces réseaux-là qui vont, par exemple, avoir à la base travaillé peut-être avec une certaine préférence, des artistes comme Alison Parrish, par exemple, qui travaille plutôt avec le texte, mais qui va à l'occasion faire des choses, travailler avec l'image ou avec le son, parce que ce sont les mêmes algorithmes. Et cette communauté-là se reconnaît entre eux
Et également, au niveau pratique, ben, elles ont une espèce de matérialité commune. Alison Parrish va dire, ben, je travaille avec le texte, mais ce que me permet de faire ces algorithmes, c'est que je peux travailler avec le texte vraiment comme une matière, un peu comme on pourrait travailler avec des images ou avec du son, ce qui n'était pas, en tout cas dans le cas de la littérature électronique, qui n'était pas nécessairement quelque chose qui, quand on pense de littérature, on ne pense pas nécessairement à une espèce de matière informationnelle. Et ces algorithmes-là viennent permettre cette capacité-là, finalement, de manipuler le texte un peu à la manière d'une image. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Sophia. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Catalina. Merci, Chiara. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, on parle des écrans, effectivement, de comment ça modifie notre relation au corps, notre relation au soi plus global. Mais moi, m'intéresse beaucoup, évidemment, c'est l'écran dans sa relation à l'autre. Puis, évidemment, ce travail, en fait, de médiation de la technique dans tout ça. Mais là où Stéphane, peut-être, s'intéresse à comment la technique fait apparaître des choses, des phénomènes. Moi, je m'intéresse à ce que la technique vient diminuer ou en tout cas du moins interrompre, puisque en toile de fond de parents dans un monde d'écran, donc, se trouve un phénomène qui intéresse de plus en plus de chercheurs, la technoférence, qui, selon les travaux du chercheur Brandon McDaniel, en fait, se définit comme les interruptions quotidiennes dans les interactions interpersonnelles ou dans le temps passé ensemble qui se produisent en raison des dispositifs technologiques, numériques et mobiles. Donc, les études de McDaniel portent vraiment sur les effets de cette technoférence, notamment en matière de relations de couple, de relations de coparentalité, et plus tard, donc, avec le concours de Jenny Redetsky, il s'intéresse également aux relations parents-enfants. Je vous dirais que, évidemment, beaucoup de ces études-là viennent pointer ou en tout cas mènent vers la direction qu'il y a effectivement un enjeu, un effet de la technoférence, que ça semble détériorer la relation parent-enfant, notamment évidemment en accaparant l'attention et la disponibilité parentale, mais aussi donc en permettant de prédire certains comportements, notamment chez les enfants très, très jeunes d'âge préscolaire. Pour ma part, ce qui m'a vraiment interpellée, en fait, des observations puis des travaux de recherche qu'on a menés sur le terrain et auprès de parents d'enfants d'âge beaucoup plus variés, là, incluant des adolescents, des parents d'adolescents, c'est que cette technoférence semble générer en fait une expérience qui est très spécifique et très identifiable par la grande majorité des parents que nous avons rencontrés, qui reconnaissent avoir vécu donc cette expérience qui se manifeste par un profond malaise. Et là, ici, je rejoins un petit peu ce que Léona aussi a évoqué, un profond malaise à ce que le psychologue, en fait, social Kenneth Gergen appelle une présence absente. Autrement dit, les parents que nous avons rencontrés reconnaissent que lorsqu'ils utilisent les technologies numériques autour de leurs enfants, il se crée une série de micro-ruptures relationnelles qui sont quotidiennes et systématiques. Et ces ruptures relationnelles au sein des rapports parents-enfants, qui est vraiment là qui m'intéresse, ne sont pas unidirectionnelles. Alors, c'est ça qui est fascinant aussi. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, gagnent en autonomie, deviennent propriétaires de leurs propres écrans, de leurs propres appareils connectés, il est donné aux parents, en fait, à leur tour, de faire l'expérience de ces micro-ruptures relationnelles de la part de leurs ados. Et je vais vous dire, beaucoup semblent en souffrir. Cette présence absente, donc, est donc tantôt provoquée par le parent, tantôt subie par elle ou par lui. Alors, ce qui m'interpelle ou ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est de tenter de préciser la nature donc, de ce malaise qui est exprimé par plusieurs parents. Puis il y a 3 constats qui émergent de nos entrevues, de nos rencontres. Premièrement, beaucoup d'entre eux et d'entre elles, et Léona l'a dit, vivent en fait le sentiment de perte de contrôle de leurs propres usages. Elles sont fortement interpellées à répondre tout de suite aux textos, à vérifier la notification du son de leur téléphone, à lire tous les courriels. On nous a beaucoup parlé du besoin, en fait, de combler chaque moment mort, chaque moment libre par aller regarder son téléphone. Un père, et là, j'utilise verbatim, là, a comparé son besoin de vérifier constamment ses messages et son feed Facebook à se ronger les ongles, nous dit-il, compulsif et incontrôlable. Le deuxième sentiment qui est souvent évoqué, corrélé à ça, c'est vraiment cette sensation, en fait, d'une perte de compétence parentale, voire même, en fait, de culpabilité, d'une certaine forme de culpabilité que sentent les parents. Et ce qui retient notre attention, c'est que
beaucoup de parents semblent intérioriser, en fait, donc ce malaise fait de ces deux sentiments, ou en tout cas de ces deux expériences, en se retirant de la relation hiérarchique parentale lorsqu'on est en présence d'écran. Beaucoup de parents se désengagent volontairement ou inconsciemment de leur rôle d'éducateur en matière de gestion des écrans et d'usage numérique à la maison, comme si, en fait, l'incapacité à modérer leur propre consommation et usage des écrans, et donc l'incapacité à établir des limites qu'ils sont, ils et elles, en mesure de respecter elles-mêmes comme utilisateurs et utilisatrices, crée un obstacle, en fait, à leur capacité à jouer un rôle proactif dans l'éducation au numérique de leurs enfants. Ces témoignages-là font évidemment écho également aux études, en fait, que nous avons consultées en Amérique du Nord, en Europe. En matière d'utilisation des écrans et d'appareils connectés, la situation des adultes dans les pays occidentaux n'est guère plus reluisante que celle des jeunes. À l'heure actuelle, beaucoup de parents d'enfants d'âge mineur en Amérique du Nord et en Europe sont souvent eux-mêmes aux prises avec une consommation qui est mal maîtrisée, voire abusive, donc des technologies connectées et du numérique. Il y a donc, et je terminerai là-dessus, dans ce travail qui a mené à ce guide parental, pour moi, les bases d'une réflexion qui est beaucoup plus large, qui interroge les relations et les dynamiques entre, d'un côté, technoférence, de l'autre côté, ce sentiment de perte de contrôle, cette perception d'incompétence parentale, et qui pose la question au cœur de tout ça, est-ce que ces relations et ces dynamiques ont-elles pour conséquence cette forme particulière de démission parentale que manifestent certains adultes face à la gestion des écrans à la maison? Je dis particulière parce qu'évidemment, le concept de démission parentale a été étudié en psychologie, mais est souvent la résultante de conditions, de facteurs qui sont débilitants, qui viennent affecter en fait les compétences parentales. On peut penser au contexte socio-économique, on peut penser à présence de maladies chroniques ou d'autres conditions particulières. Ce n'est pas le cas ici. Ce qu'on observe, c'est plutôt des parents qui, dans toutes les autres sphères en fait de l'éducation à la maison, sont parfaitement capables, mais qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent totalement démunis face à l'encadrement des écrans et des usages du numérique à la maison. Voilà. Merci beaucoup, Catalina. C'est vraiment passionnant. Et en fait, ça met la table pour la troisième question que je vais vous lancer, qui concerne justement les enjeux critiques qui découlent de vos observations concernant les écrans. Quels sont, d'après vous, les défis pour l'avenir, les perspectives que les écrans ouvrent en double sens, et justement, quels sont les enjeux critiques les plus urgents d'après vous? Je vais passer la parole à Stéphane cette fois pour commencer. Je vous demande en fait de vous limiter vraiment à 4-5 minutes parce qu'il est 10h40. Et donc, nous voulons laisser la place à la discussion. Évidemment, je pense que le public a hâte de vous poser des questions. Donc, je vais vous inviter à vraiment essayer de faire court. Je sais que c'est une contrainte, mais merci. Merci beaucoup. Écoutez, à ce moment-là, moi, je vais peut-être me limiter à dire un mot des recherches où je suis rendu aujourd'hui en lien avec justement aussi des constats critiques que je peux faire. Je vais garder pour la discussion peut-être des remarques que je pourrais avoir à faire, soit en écho à ce que je viens d'entendre qui m'a bien intéressé sur la technoférence, soit sur le contexte pandémique, qui m'a un peu re-questionné sur les recherches que j'avais menées il y a une dizaine d'années sur tout ça. Mais je vais juste à ce moment-là mettre l'accent, si on peut me redonner le partage d'écran, je pourrais montrer une ou deux choses, mais sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de glisser un peu de la recherche théorique vers la recherche interventionnelle, la recherche intervention, puis je développe un programme de recherche où les écrans ont une place relativement centrale, mais qui vient en quelque sorte exploiter indirectement les concepts que j'ai développés. Et puis aujourd'hui, je m'intéresse à l'expérience des soins en santé mentale, donc c'est très précis. Et puis, c'est pour le coup aujourd'hui quand même un grand défi. Enfin, ça a toujours été un grand défi des gouvernements et des pays, l'expérience des soins en santé mentale. Puis, le contexte pandémique l'a encore accru. Et donc, je m'intéresse là à des choses très pragmatiques qui sont un peu moins vers la recherche-création, mais plus vers la recherche-intervention, donc par le design de services numériques. Donc, ce à quoi je m'intéresse au sein de la chaire Diamant, que j'ai l'honneur d'animer,
c'est en fait, je m'intéresse au domaine de la cybersanté mentale au sens large. Alors là, c'est le monde de l'écran, mais en fait, pas seulement. La cybersanté mentale, si vous n'êtes pas familier, ce n'est pas la même chose que la télésanté mentale. La télésanté mentale, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est beaucoup plus vaste, le domaine de la cybersanté mentale. Mais disons que c'est comment la médiation numérique peut améliorer soit l'information envers les populations en santé, soit les parcours de soins, soit carrément les traitements. Il y a énormément d'applications, il y a 10 000 applications qui ont été recensées sur les magasins d'applications mobiles en santé mentale. C'est une explosion des services numériques dans ce domaine. Puis ça pose beaucoup de problèmes parce qu'ils ne sont pas forcément évalués scientifiquement. Ils ne sont pas forcément non plus toujours designés en termes d'expérience utilisateur qui soit pertinente pour les populations. Donc, je passe un peu là-dessus. Donc, moi, le projet que je ne vais qu'évoquer parce que sinon, il me faudrait beaucoup plus de temps, mais le projet principal que je conduis avec une très belle équipe multidisciplinaire s'appelle Mentalis. L'idée, c'est d'améliorer l'accès aux soins et à la relation de soutien et aussi d'améliorer le suivi, le parcours de soins en santé mentale grâce à une application mobile. Donc, ça semble mettre l'écran au centre, mais comme je l'ai dit au début, pour moi, l'écran, c'est une métonymie de l'interface, de l'expérience et du service qui peut venir à travers. Alors voilà, c'est un projet qui est ancré dans le co-design où on a des patients, des pairs aidants, des proches aidants, des cliniciens, psychologues, psychiatres qui participent à concevoir cette application et cette appli, ancrée donc dans des besoins et réalités extrêmement concrètes de l'accès aux soins aujourd'hui au Québec pour l'instant, mais qui sait où le projet nous emmènera. Alors voilà, petit rappel, hein, c'est 6 à 24 mois pour voir un psychologue dans le public au Québec. Et alors, en face de ça, il y a des taux d'équipement qui sont extrêmement élevés. Les gens ont des écrans, tout le monde a un écran dans sa poche. Donc, le pari qu'on fait avec ce projet, c'est difficile d'accéder aux soins, mais ce n'est pas difficile d'accéder à son écran parce qu'il est dans sa poche. Puis, justement, Catalina nous parlait même de la difficulté de s'en défaire. Donc, nous, on veut aller chercher les gens dans leur poche, si j'ose dire, pour leur proposer un service d'accès et de suivi en santé mentale. Voilà, merci. Merci beaucoup, Stéphane. Tout ça est vraiment passionnant. Je suis vraiment ravie de vous entendre. Catalina, puisque tu as été sollicitée, évoquée, mentionnée, vas-y, je te passe la balle. Bon, ben écoutez, j'ose m'aventurer dans une réflexion face à, évidemment, au thème plus général de ce symposium et puis du libellé aussi du titre de cette table ronde très important. Donc, ce que nous faisons avec les écrans et ce que les écrans font de nous, c'est ce que je propose donc pour cette partie-ci. Pour moi, en fait, le libellé de cette table ronde-là est de fait la question fondamentale de l'ère numérique. Une question qui ne doit pas se poser évidemment uniquement sur le plan philosophique, mais qui doit, selon moi, aujourd'hui, en fait, se poser même comme enjeu politique et socio-culturel. Je trouvais très intéressant aussi les choix sémantiques qui ont été posés pour ce titre-là, qui, selon, de mon point de vue, en fait, renferment l'une des distorsions les plus importantes qui conditionnent notre rapport aux écrans et aux technologies connectées. On dit faire avec les écrans comme on dit faire avec une fourchette ou avec un marteau, ce que je vais faire avec un outil. Et par là, évidemment, on situe effectivement la technique, la technologie et à bien des égards, en fait, le numérique en général comme un simple outil utilitaire, passif. Alors qu'on écrit du même souffle, en fait, ce que les écrans font de nous. Ici, on évoque que c'est vraiment le nous qui change, qui se transforme par l'intervention des écrans. Donc déjà, je pense qu'il y a là une réflexion autour de cette posture, en fait, peut-être à revoir face aux écrans, aux technologies connectées et plus largement aux robots, à l'intelligence artificielle, à la biotechnologie. D'ailleurs, j'utilise souvent cette citation de Dominique Cardon, du sociologue Dominique Cardon, donc qui, dans son livre « Culture numérique », nous dit à peu près la même chose. Nous entrons dans un monde nouveau que le numérique enrichit, transforme et surveille. Il est important de disposer des connaissances variées et interdisciplinaires pour y vivre avec agilité et prudence, car si nous fabriquons le numérique nous fabrique aussi. Et c'est vraiment dans cette relation-là, pas de dualité entre virtualité, mais dans cette dualité de qui fabrique qui, évidemment qu'on rejoint toute la pensée de Jean Baudrillard aussi.
Et il me semble qu'effectivement, on est rentré de plein pied dans cet écran total. Nous sommes dans ce basculement-là où de capteurs d'images, là, on est vraiment aujourd'hui capté, mais comme dans captivé et capturé, donc par ces images. Ce qui fascine pour moi, c'est qu'on entre aujourd'hui dans l'image, pas uniquement en fait par les systèmes de signification ou de représentation, mais qu'on est dans l'image au sens littéral du terme, on y entre par la technique. Je pense notamment aux images qu'a montré hier Luc Courchaine, des images dans ce dôme de la SAT, en fait, qui, comme il le dit lui-même, en fait, nous permettent d'entrer à l'intérieur des choses. En fait, non, on entre très précisément à l'intérieur de l'image. Puis en ce sens-là, en fait, l'avènement des technologies immersives n'est qu'un pas de plus dans le ventre de la baleine vers cette image qui submerge et qui avale, et où l'écran, comme Sofiane le dit très pertinemment dans ses travaux, en fait, devient superflu. Donc, pour moi, c'est cet enlèvement par la technique auquel je m'intéresse. Ces images, ces informations qui défilent sans cesse sur nos multiples écrans, non seulement accaparent notre attention et en quelque sorte, et là je rejoins Léona quelque part ici, là, ça nous enlève un peu à nous-mêmes, mais ça nous enlève également, donc, et plusieurs fois par jour à nos parents, à nos collègues, à nos amis, à nos enfants. Et c'est la question que moi, qui m'interpelle beaucoup, et avec quelles conséquences sur notre faculté, en fait, à faire société. Puis c'est là que l'enjeu politique se pose, en fait, parce que, selon moi, ce qu'on vit au contact des appareils connectés, sur les sites web qu'on visite, sur les réseaux sociaux numériques ou encore au contact des jeux vidéo auxquels on joue, la façon dont ça nous transforme comme individus, comme société, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas ce que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, aime nous faire croire comme des unattended consequences ou des conséquences, en fait, imprévisibles et inattendues. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre acte tout simplement qu'il existe des rationalités, des logiques qui sont sous-jacentes, qui sont propres à ce nouvel environnement de plateforme et aux entreprises qui les dominent surtout. Des logiques donc qui guident nos usages numériques, qui conditionnent nos comportements, nos perceptions, comme Stéphane le dit évidemment, le rapport qu'on se fait à soi et aux autres. Et moi, c'est là que ça vient rejoindre les intérêts de recherche. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de questionner qui contrôle ces images qui subjuguent, à qui ça profite et comment on protège les utilisateurs et les utilisatrices les plus vulnérables, en l'occurrence les enfants d'âge mineur qui forment aujourd'hui, selon Pricewaterhouse, 1/3 des utilisateurs actifs sur Internet. Voilà. Merci beaucoup, Katlaïna. Sofiane, je peux te passer la parole? Oui, merci. Je vais peut-être terminer avec un petit partage d'écran, parce que j'aimerais vous montrer, je ne sais pas si c'est possible de me donner la permission. J'aimerais vous montrer deux images, en fait. Donc, est-ce que c'est possible de me permettre de faire le partage d'écran? C'est fait. C'est fait? OK, attendez. Ah oui, ça s'en vient. Voilà. J'en ai ça ici. Ben c'est ça, donc un peu en réfléchissant à cette question d'écran aussi en lien avec les propos, les théories de Jean Baudrillard, que par ailleurs je connais pas énormément, mais bref, je me suis pris à peut-être poser une hypothèse. Que peut-être que ces nouveaux écrans qui sont des espèces de des systèmes complexes de représentation que sont les réseaux d'apprentissage profond se situeraient quelque part entre le simulacre et la simulation. Donc, je vous montre cette image, ces deux images en fait, qui en fait ont été produites par le même structure algorithmique qui sont des algorithmes, génératifs adversariaux, donc GAN, Generative Adversarial Network. Et un petit mot, parce que c'est quand même assez intéressant, ces algorithmes, je peux même vous montrer peut-être un peu ici, on voit un peu comment ça fonctionne. En fait, c'est des algorithmes qui sont basés sur deux espèces de structures algorithmiques
qui travaillent de manière compétitive. Donc, il y en a un des réseaux neurones qui cherche qu'on appelle le discriminateur, qui cherche à détecter le vrai du faux. Donc, on va lui donner une base de données et une fois sur deux, on lui donne une image tirée de la base de données. Mais une image, ça peut être aussi d'autres types de données. Ça peut être du son, ça peut être du texte. Donc, on va lui donner des images réelles, entre guillemets, des images tirées de la base de données, donc des vraies images. Une fois sur deux, on va lui donner une image qui a été générée par un autre réseau de neurones qui finalement cherche à tromper, qu'on appelle le générateur, ou le faussaire, peut-être, qui essaie de tromper le discriminant. Donc, ces deux réseaux-là vont travailler ensemble. Et ils vont un peu coévoluer. Donc, ce qu'on va voir émerger avec le temps, c'est que, en fait, le type d'images fausses qui sont proposées par le générateur, c'est des images qui ne sont pas destinées à être vues par des yeux humains. Donc, ils ne sont pas destinés à nous tromper, nous, mais plutôt à tromper un autre réseau de neurones. Juste pour revenir à ces deux images-là, donc ici, on a deux images qui sont tirées du générateur en question. À droite, on a une image qui vient de « This person does not exist », qui vient d'un type d'algorithme, je pense, qui s'appelle les StyleGAN, donc qui a été créé par des ingénieurs. Et leur but, en fait, eux, c'est de générer des images fausses. Donc cette personne que vous voyez à droite n'existe pas, ce n'est pas une vraie photo, mais elle a toutes les qualités pour nous tromper et nous faire croire qu'il s'agit d'une vraie. Il y a peut-être certains artefacts qu'on peut voir dans l'image qui peuvent nous donner quelques indices, mais a priori, on ne peut pas faire la différence. Donc mon hypothèse, c'est que peut-être que ce type d'image va plutôt appartenir au monde au domaine de la simulation, alors que l'image à gauche, qui a été créée par un artiste qui s'appelle Mike Tyka, qui est sorti un peu avant, au tout début, quand ces technologies sont apparues, lui s'est donné comme objectif d'essayer de pousser ces technologies et il a créé une série qui s'appelle Portraits of Anonymous People, je pense, qui en fait, qui montrent des visages, mais qu'on comprend bien que ce ne sont pas des visages réels, mais qui, pour moi, sont beaucoup plus évocateurs et beaucoup plus évocateurs à la fois de notre humanité et aussi des systèmes perceptifs des machines. Donc voilà, donc je me dis peut-être que à la fois, ces technologies-là, quand elles sont prises d'assaut par les artistes qui les détournent, peuvent nous permettre, vont peut-être plus appartenir au domaine du simulacre et donc vont venir révéler quelque chose de vrai finalement, qui est beaucoup plus vrai que la simulation qui, elle, appartient nécessairement au domaine du faux. Et donc, peut-être que certaines images issues de ce que Trevor Paglen appelle le réalisme machinique, qui cherche à être des simulations, de par leur prétention à atteindre une certaine perfection, de déjouer nos sens, comme dans le cas des fake news. Donc, vont appartenir au domaine du faux et on peut penser donc aux fake news aussi qui sont facilités par ce type d'algorithme. Finalement, elles viennent à détruire le tissu du réel et à le rendre complètement caduque. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qui est quand, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Eh bien, on perd le sens, en fait. Donc, elles cherchent à simuler le réel, mais elles peuvent aussi devenir donc, des simulacres, en particulier entre les mains des artistes, comme je l'ai dit, qui, elles, sont des représentations du réel également, mais qui révèlent plutôt des vérités sur le monde et qui peuvent nous aider à mieux le comprendre. Merci, Sofiane. Peut-être on peut arrêter le partage d'écran. Merci. Je vais passer la parole à Léona. Merci. J'aimerais dire, Catalina, c'est tellement fascinant ce que vous dites sur les micro-ruptures et aussi de devoir remplir chaque moment avec des écrans. Et aussi, Stéphane, ce que vous dites sur la santé mentale, parce que moi, je me trouve souvent, quand je veux me reposer,
j'ai juste envie de regarder mon téléphone en place de genre faire du yoga ou faire juste comme lire un livre ou quelque chose comme ça. J'ai juste envie de me perdre dans l'écran. Et je pense que c'est une façon d'échapper à la réalité, peut-être parce qu'on est plus confortable dans la réalité. Mais j'ai même vu un meme récemment sur Instagram. J'ai essayé de le trouver, mais c'était quelque chose comme qu'on veut toujours consommer autant des médias que possible en même temps pour empêcher l'apparition de toute pensée. On n'a même pas envie de penser, on veut juste comme regarder des choses dans les écrans. Et je pense qu'il est évident que les écrans nous permettent de voir plus que jamais l'extérieur de nous-mêmes et le monde et les perspectives qui nous seraient normalement inaccessibles. Mais nous pousse aussi à nous renfermer davantage sur nous-mêmes et sur nos préjugés et sur nos désirs. Et je pense que c'est l'enjeu classique de connexion, déconnexion de la technologie. Et peut-être une des questions cruciales pour l'avenir est que les écrans deviendront probablement moins apparents, plus invisibles, plus intégrés dans la soi-disant réalité. Et la question est de savoir comment utiliser les écrans de manière à se sentir mieux ou plus sain ou moins destructeur. Et peut-être ces mots sont trop polarisants, mais comment utiliser les écrans de manière à ce que l'on se sente plus en contrôle, je suppose. Et je pense qu'il y a un sentiment dominant que les écrans nous contrôlent et dictent les narratives, mais comment peut-on inverser cela? Puis, je ne pense pas nécessairement qu'on devrait éviter d'utiliser les écrans ou de les éliminer, tout comme on ne va pas arrêter d'utiliser l'électricité, par exemple. Mais comment les écrans peuvent-ils enrichir nos expériences de façon individuelle et collective sans exercer de contrôle sur nous? Donc, je vais m'arrêter là avec ces questions. Merci. Merci beaucoup, Léona. Julia, je vais te laisser le mot de la conclusion avant de passer évidemment aux questions du public. Oui, merci. Bon, c'est vrai que je crois qu'on a là, avec des prismes assez différents, mais travaillé l'écran un peu comme une métacatégorie aussi de la représentation. Et je me disais là, en écoutant à l'instant, qu'il y a un certain nombre aussi de critiques sur la capacité de l'écran, ou en tout cas de contenu à l'écran, de nous absorber, qu'on retrouve dans le temps long, hein, autour, je sais pas moi, de la bande dessinée, du livre, des magazines porno, ce que vous voulez. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose, et c'est les deux petits points sur lesquels, je voudrais revenir là, sur comme l'a fait un peu Stéphane aussi, des questions qui m'occupent aujourd'hui. Il y a quelque chose comme métacatégorie de la représentation qui est quand même un peu différent, et c'est notamment ce qu'a évoqué tout à l'heure Sofiane, c'est la question de la donnée ou des données numériques qu'on a abordées, mais de façon un peu plus périphérique, en allant souvent directement au contenu, par exemple. Donc là, dans les enjeux critiques, moi, qui m'occupent en ce moment, c'est justement de travailler aussi sur faire des pas de côté par rapport à certains usages terminologiques, des lexiques, comme par exemple la donnée. En France, on utilise beaucoup la donnée au singulier, ce qui devient un nom massif, hein, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire que ça renvoie finalement à une sorte de fantasme, comme dirait Roland Barthes, mais quelque chose, voilà, de très englobant. Et dans mes travaux, là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dans le cas d'activités de recherche-action, de recherche-intervention avec des collègues, avec aussi des acteurs de la ville, par exemple, hein, c'est de travailler, d'essayer de questionner eh bien, c'est cette croyance ou la façon dont on va tous s'aligner derrière l'idée qu'il faut de la donnée, il faut faire de la visualisation de la donnée, et puis qu'il faut aller faire ça éventuellement dans de l'innovation, donc par exemple avec des maquettes augmentées, des écrans immersifs, etc. Et à la fois, c'est des moments extrêmement intéressants pour justement aller creuser ce qui est une des tâches de l'écran,
qui est de visualiser des données, en fait, de jouer, d'être le lieu de l'affichage d'un monde caché. Alors, un monde caché qui n'est pas un monde réel, mais qui est un monde réel, celui justement des données qui rendent possible cet affichage. Donc voilà, travailler sur cet enjeu de l'écran. Et puis, en même temps, c'est aussi des endroits où on observe de façon fine la diversité, en fait, des regards, des manières de penser le rôle, la promesse de civilisation de données selon les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans des projets. Par exemple, il y a la ville intelligente. Et donc, il y a quelques mois, j'ai coordonné avec une collègue qui s'appelle Cécile Tardy un dossier de revue qui s'appelait « Des données urbaines » et où on a essayé de travailler sur justement la façon dont la donnée ou les données urbaines apparaissaient comme de nouvelles cultures de savoir, voilà, qui amènent aussi à interroger finalement la manière dont les différents acteurs dans des projets de ville intelligente s'alignent. Et je pense que là, il y a une question critique et politique derrière ça, derrière l'idée que il faut de la donnée, la ville intelligente fonctionne sur les données. Au bout d'un moment, finalement, on est un peu dans quand même ce qu'on retrouve chez Baudrillard, l'idée que ça devient le monde même. C'est-à-dire que pour faire la ville, il faut forcément passer par ça et ça va supposer à la fois de mobiliser un certain type de modèle d'organisation de ces données, de les produire puisqu'elles ne préexistent pas, et puis en même temps d'imaginer les écrans aussi, en tout cas des modèles de circulation de ces savoirs sur les écrans qui peuvent être aussi ceux des citoyens, et donc de figurer et de définir de façon très figée une certaine figure du citoyen connecté. Et donc là, ça rejoint des éléments qui ont été évoqués, je pense, par Catalina tout à l'heure, sur aussi la diversité quand même dans les formes d'usage, dans l'accès social. Voilà. Donc ça, c'est un premier point et je crois que j'ai terminé. Mon deuxième enjeu critique, c'est celui des éphémères numériques, mais peut-être qu'on pourra en discuter après. Voilà. Dans la discussion plus largement. Mais je crois que tout à l'heure, j'ai été amusée parce que Stéphane, tu as cité une référence à Baudrillard que j'avais en tête en me disant que finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement toutes les médiations, tout ce que Baudrillard évacue quand même un peu dans cette citation, qui est la question de la matérialité symbolique, de la matérialité technique, de la consistance qui fait que justement ça nous amène en quelque sorte à regarder les choses aussi dans l'endroit où elles se fabriquent, elles se conçoivent et le statut de la trace, le statut sociopolitique, technique de la trace, ou de la donnée comme étant une trace aujourd'hui du réel est un enjeu critique, je pense, très important. Voilà, merci. Merci beaucoup, Julia. Merci à toutes les participantes, les participants. C'était vraiment une discussion très enrichissante.